Alors, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous. Je suis une habituée du Corim. Dans mes vies passées, j'ai été souvent dans la salle et cette première invitation, vraiment, je l'ai saisie avec beaucoup de plaisir. Alors, merci de m'avoir invitée. Comme le Conseil des relations internationales de Montréal, je crois en la puissance des réseaux. Plus nous ferons des maillages entre nos réseaux internationaux, plus nous aurons d'impact sur la scène internationale pour créer un nouveau Québec plus prospère, plus égalitaire et plus vert. C'est rassurant aujourd'hui de vous voir en si grand nombre. Je me sens épaulée dans cette mission extraordinaire qu'est l'environnement et les changements climatiques, parce que c'est vraiment le thème aujourd'hui. Les changements climatiques nous frappent toutes et tous. On l'a à chaque jour, on peut en constater malheureusement des impacts majeurs sur nos vies, sur notre environnement, mais notre environnement de proximité. Et je crois que c'est pour ça que c'est si fort, puis je pense que c'est pour ça qu'on est nombreux à vouloir lutter contre ces changements climatiques. Donc, j'aimerais vous présenter aujourd'hui les objectifs et les actions du Québec sur la scène internationale en matière de lutte contre les changements climatiques. Vous admettrez, comme moi, que devant ce grand enjeu global qu'est la lutte contre les changements climatiques, la coopération et je dirais même la solidarité est essentielle. Nous ressentons déjà les effets des changements climatiques partout dans le monde. Ils se manifestent de plus en plus et ce, sans égard à la taille et aux capacités des communautés. Nous devons nous mobiliser toutes et tous contre ces changements climatiques. Le gouvernement du Québec a fait de la lutte contre les changements climatiques une priorité depuis maintenant près de 20 ans. Si on réclame notre présence sur les tribunes où il est question des changements climatiques, si on s'intéresse à nos solutions, c'est que nous sommes parmi les États fédérés avant-gardistes sur ce plan dans le monde et de façon encore plus marquée en Amérique du Nord. Je ne peux malheureusement pas passer sous silence la décision lourde de conséquences de l'administration Trump, à la tête du deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre, avec près de 15% des émissions mondiales, de se retirer de l'accord de Paris, accord qui avait un des plans les plus ambitieux de l'histoire. Ce revers dans notre lutte contre les changements climatiques a mis en lumière l'importance de l'émergence d'une diplomatie climatique fondée sur un principe essentiel. Les entités infra-étatiques sont des acteurs clés de la lutte contre les changements climatiques et de l'adaptation à ces changements, ce qui a été reconnu dans l'accord de Paris adopté lors de la 21e COP en 2015. Cela explique pourquoi la lutte contre les changements climatiques est au cœur de l'une des 3 orientations de notre gouvernement dans sa politique internationale et par laquelle le Québec entend contribuer à un monde plus durable, plus juste et plus sécuritaire. Peu de temps après mon arrivée en poste à titre de ministre, j'ai participé à la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Bonn, en Allemagne. J'ai constaté à quel point les initiatives du Québec suscitaient de l'intérêt. En décembre, j'ai observé le même enthousiasme lors du sommet de la mobilisation sur le climat à Paris, où le Québec était invité comme État fédéré à participer à une importante table ronde coprésidée par le ministre de la Transition écologique et solidaire en France, Nicolas Hulot. En 2015, l'ensemble de la communauté internationale s'est mobilisée en signant l'accord de Paris contre le réchauffement planétaire. Aujourd'hui, cet accord est ratifié par 174 États. La mobilisation est aussi présente au sein même du Canada. Le Québec a effectivement contribué à l'émergence de cette nouvelle dynamique climatique canadienne, qu'il s'agisse de la tenue de sommets politiques de haut niveau
ou de la mise en œuvre de mesures novatrices d'adaptation et d'atténuation à travers le pays. D'ailleurs, à la suggestion du Québec, la question des changements climatiques est désormais inscrite de façon permanente à l'ordre du jour des rencontres du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. J'ai participé à l'une de ces rencontres au mois d'octobre, avec une semaine d'ancienneté comme ministre de l'Environnement. Et j'étais donc à Vancouver. Bien sûr, j'ai voulu féliciter le gouvernement fédéral de vouloir mettre un prix sur le carbone. Cependant, contrairement au système de taxation que le gouvernement fédéral veut instaurer, nous avons fait le choix au Québec, il y a quelques années déjà, de mettre sur pied le marché du carbone. Il est important pour le Québec de conserver son autonomie sur le prix du carbone et j'ai tenu à l'exprimer à mon homologue fédéral, Mme McKenna, ainsi qu'à mes collègues des différentes provinces qui ont tous très bien accueilli ce principe. Mme McKenna a d'ailleurs déposé la semaine dernière un projet de loi afin de réformer le processus fédéral d'évaluation environnementale. J'ai eu l'occasion de discuter avec la ministre fédérale le 8 février dernier et j'ai été rassurée par sa volonté de respecter le processus québécois et ainsi éviter les doublons. Dans l'intérêt du Québec, je continuerai à faire valoir le concept « un projet, une évaluation ». Le Québec doit pouvoir appliquer sa procédure d'évaluation environnementale pour tous les projets situés sur son territoire, y compris ceux pour lesquels le gouvernement fédéral détient une responsabilité. Nous participerons certainement aux consultations sur ce sujet. Mais revenons au Québec. Le Québec a une très belle expertise à partager. D'abord, parlons de notre marché du carbone, le fer de lance de notre action, mise en place en 2012 et en vigueur depuis janvier 2013. Nous l'avons lié à celui de la Californie, un an plus tard, et l'Ontario vient de s'y joindre le 1er janvier dernier. Il s'agit du plus grand marché du carbone en Amérique du Nord. D'ailleurs, la première vente aux enchères tripartite d'unités d'émissions de gaz à effet de serre aura lieu le 21 février prochain. Des collaborations sont également en développement avec d'autres gouvernements intéressés par les caractéristiques de notre marché. Plus il y aura de joueurs dans le marché du carbone, plus ce sera positif pour la croissance d'une économie verte. Je me permets une petite parenthèse concernant le marché du carbone. Cette semaine, nous avons procédé à la prépublication de quelques règlements d'application nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la qualité de l'environnement qui est, ni plus ni moins, la plus importante réforme du droit de l'environnement québécois depuis plus de 40 ans. Une des grandes nouveautés de ce régime d'autorisation est l'emprise en compte des enjeux liés à la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, le Québec s'assure que les projets qui ont des effets sur le climat soient identifiés et analysés en termes d'émissions de GES, notamment par le test climat. Ce nouveau test climat nous permettra d'intervenir en amont afin d'assurer et d'évaluer et de minimiser les émissions de GES des projets qui seront déposés. Que le Québec adapte son régime d'autorisation pour tenir compte des changements climatiques est maintenant incontournable. Par cette nouvelle mesure, et une mesure inédite, dois-je le rappeler, le Québec continue d'agir en leader dans la lutte contre les changements climatiques, tant en Amérique du Nord que partout à travers le monde. L'information fournie relative aux futures émissions de GES est importante pour l'analyse environnementale, certes, mais elle l'est tout autant pour le marché du carbone pour lequel les données recueillies seront cruciales dans l'achat de crédits nécessaires à la compensation de ces émissions. Par la suite, l'analyse de l'acceptabilité sociale d'un projet se fera en vertu de 3 piliers du développement durable.
c'est-à-dire le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. Au Québec, nous avons fait le choix de verser entièrement, je le répète, entièrement les revenus du marché du carbone dans le fonds vert pour servir à la mise en œuvre du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Ce plan est notre principal outil pour atteindre notre cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 20% sous le niveau de 1990, et ce, pour 2020. Il contribue également à renforcer notre capacité d'adaptation. Si je résume, le test climat, c'est un outil supplémentaire visant à atteindre notre cible de moins 20% pour 2020. On va agir en amont sur les projets déposés. On va voir avec l'entreprise émettrice si son procédé est le meilleur possible pour émettre le moins de GES possible. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir l'accompagner, cette entreprise. Si par tout hasard, malheureusement, la technologie n'était pas rendue à un niveau supérieur pour diminuer justement les GES émis, eh bien, cette entreprise-là va devoir verser des sommes au marché du carbone. Et les sommes versées au marché du carbone vont s'en venir où? Dans le fonds vert. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le fonds vert? Des programmes pour trouver de l'innovation, pour faire encore mieux. C'est ça la transition dans laquelle nous sommes actuellement. C'est exactement ce à quoi nous travaillons actuellement. Enfin, la boucle sera bouclée. C'était mon petit commentaire du jour. Ce plan d'action nous permet donc de soutenir notre société dans sa transition vers un monde plus résilient et plus sobre en carbone. Par exemple, nous aidons nos entreprises et nos municipalités à améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments, de leurs procédés et de leur flotte de véhicules. Nous soutenons le déploiement du transport collectif et du transport électrique. Nous encourageons le développement de technologies propres et nous agissons pour aider les communautés à s'adapter aux impacts des changements climatiques, notamment l'érosion côtière. Une part importante des investissements du Fonds vert sert à soutenir la réduction des émissions de GES dans le secteur des transports qui, à lui seul, représente 41% des GES émis au Québec. À cet égard, l'électrification des transports constitue un axe d'intervention prioritaire pour le gouvernement du Québec qui trouve écho dans le plan d'action en électrification des transports 2015-2020. Ainsi, une série de mesures gouvernementales ont été lancées au cours des dernières années. Elles ont eu des résultats positifs puisque le Québec occupe aujourd'hui le plus important marché de vente de véhicules électriques au Canada. Le Québec compte près de 50% des véhicules électriques circulant au pays. Et ce n'est qu'un début. Je suis fière puisque le 11 janvier dernier, la norme véhicule zéro émission, ou ce qu'on appelle de façon très sexy la VZE, est venue bonifier l'action du Québec dans ce domaine en stimulant l'offre de véhicules à faible ou à zéro émission proposés par les constructeurs automobiles aux consommateurs québécois, autant en nombre, en variété qu'en qualité. Lorsqu'on a fait cette norme, on a pensé aux consommateurs qui ont une soif pour le véhicule électrique et qui arrivaient plus souvent qu'autrement chez les concessionnaires où on se faisait dire « mais votre véhicule que vous voulez, la belle petite voiture rouge électrique là, qui est là, que vous attendez, mais vous l'aurez dans 11 mois. » C'était un peu décourageant. Donc, grâce à cette norme, ce que nous souhaitons vraiment, c'est que les consommateurs puissent avoir un plus grand nombre de véhicules, plus de modèles. Et je peux vous le dire, je vais vous le redire tout à l'heure, mais là, voilà, je suis dans ma lancée, alors j'y vais. Il y a 10 États américains qui ont une norme similaire à celle-ci. Et vous savez quoi? Les prix ont diminué. Le nombre de voitures a augmenté chez les concessionnaires, donc en disponibilité. Et ce que ça a permis de vendre plus de voitures et ainsi
verdir le parc automobile, diminuer les GES. C'est exactement ce que je visais en proposant cette norme aux Québécois le 11 janvier dernier. Donc, cette norme, peut-être que je vais répéter ce qui sera dit. Alors, cette norme nous permettra de réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Verdir notre parc automobile, c'est l'objectif. Et notre objectif est d'atteindre 100 000 véhicules zéro émission immatriculés au Québec pour 2020. Actuellement, on est autour de 24 000 véhicules. Vous allez me dire, ouf, il faut que ça aille vite. Et oui, il faut que ça aille vite. Et c'est pourquoi on s'est donné une norme sévère, disons-le, très sévère, mais pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il était d'autant plus pertinent pour nous d'adopter une telle norme, puisque le Québec est le 4e producteur mondial d'hydroélectricité et que 97% de toute l'électricité produite ici l'est de façon renouvelable. On l'oublie souvent. C'est une grande richesse que nous avons au Québec. Nous sommes les premiers au Canada à avoir adopté une telle norme. J'en suis très fière. Donc, cette norme a d'ailleurs fait ses preuves dans 10 États américains. Elle retient l'attention actuellement sur la scène internationale. L'annonce de son adoption au Québec a d'ailleurs été partagée par nos partenaires internationaux, dont The Climate Group et l'Alliance VZE. Le Climate Group a récemment publié un article sur le leadership du Québec en la matière. Je me dois également de mentionner le réseau Express métropolitain, le REM. On en parlait ce midi, justement. La plus grande infrastructure intégrée en transport public électrique depuis le métro de Montréal, inauguré bien avant ma naissance en 1966. Chaque grande région métropolitaine à travers le monde vit avec la préoccupation du transport et des déplacements sur son territoire. Par la mise en chantier du plus vaste projet d'infrastructure en transport collectif depuis des années, notre gouvernement donnera aux Québécois et aux Québécoises de notre métropole une option de transport efficace, mais aussi une option de mobilité durable, peu émettrice en GES et mettant de l'avant une de nos richesses, l'électricité. Ici, au Québec, l'électrification des transports fait partie de la solution. En développant chez nous notre expertise dans ce domaine, nous serons capables d'être des leaders et des joueurs de premier plan sur la scène internationale. De plus, la politique énergétique du Québec, adoptée en 2016 par notre gouvernement, veut faire du Québec, à l'horizon 2030, un chef de file nord-américain dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. La production électrique à partir d'énergies renouvelables a toujours été l'une de nos forces et nous devons plus que jamais miser là-dessus. Je pense notamment à l'hydroélectricité, à la biomasse, à l'énergie éolienne. En enclenchant une réelle décarbonisation de l'économie, comme le disait Jean tout à l'heure, nous assumons par notre exemple et notre engagement notre rôle comme chef de file mondial dans le domaine. Et là, je m'étais pris une note, prendre une petite gorgée d'eau. Mais qu'en est-il des engagements du Québec sur la scène internationale? Bien, le Québec est très engagé, par exemple, dans la mise en valeur de l'importance du rôle des gouvernements infranationaux ou les États fédérés dans la lutte contre les changements climatiques. À ce titre, nous sommes coprésidents pour l'Amérique du Nord de la coalition Under Two qui regroupe des États fédérés, des régions ainsi que des villes. Nous sommes aussi membres du comité directeur du réseau des gouvernements régionaux pour le développement durable. Nous avons participé à la création et au déploiement du Fonds pour l'avenir, le Future Fund de Climate Group, qui vise à encourager l'adhésion d'États fédérés et des régions à la coopération. Nous sommes membres de l'initiative Regions Adapt, où les États fédérés et les régions partagent leurs idées pour concevoir les bons plans d'adaptation aux impacts des changements climatiques. Le Québec s'engage aussi pour faire valoir l'importance d'instaurer un prix sur le carbone dans l'ensemble des économies mondiales.
Dans cette optique, par exemple, nous coprésidons l'International Carbon Action Partnership. Nous sommes membres de la coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone de la Banque mondiale et aussi partenaire technique d'une initiative qui s'appelle Partnership for Market Readiness, qui vise à aider les pays en développement et émergents à se doter de mécanismes de marché. À la demande du secrétariat de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le Québec s'est joint en novembre dernier à l'initiative Instrument collaboratif pour une action climatique ambitieuse, au sein de laquelle nous partageons notre expertise en matière de mise en œuvre de marché du carbone sur notre territoire. Le Québec, je tiens à le mentionner, est le seul État fédéré membre de cette initiative et on peut en être fier. Nous nous sommes joints aussi en décembre à la déclaration de Paris sur la tarification du carbone dans les Amériques, laquelle enjoint les États et gouvernements à mettre en œuvre la tarification du carbone comme outil stratégique, économique et environnemental central pour appliquer des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques. Nous visons ainsi à assurer de la pérennité de notre marché du carbone et à faire en sorte de participer directement à l'établissement des règles de coordination et de ces mécanismes. Le Québec agit également à titre d'État nordique et arctique. Les régions nordiques et arctiques se réchauffent à un rythme presque 2 fois plus rapide que le reste de la planète. Le Nord est d'ailleurs l'une des premières régions du Québec où l'on a pu constater les effets croissants des changements climatiques. Jean Lemire, qui est un ami, mais qui est surtout l'émissaire au changement climatique, aux enjeux nordiques et arctiques, m'a raconté ce qu'il a vu lors de ses grands voyages avec son Sedna. C'est urgent d'agir à chaque moment, et Jean sera beaucoup mieux placé que moi pour vous le dire, mais à chaque fois où il a visité les régions du Nord, il en est revenu que bouleversé. Comme l'a dit Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l'Organisation des Nations unies lors de son passage en Arctique en 2009, ouvrez les guillemets, l'Arctique, c'est comme un canari dans une mine de charbon. C'est une alarme pour le climat de la planète. Cette situation occasionne des changements majeurs, dont une modification du mode de vie des communautés nordiques, des répercussions sur leur santé et leur sécurité, et l'avènement de nouveaux enjeux concernant la gestion durable d'un environnement fragile, trop fragile. Voilà pourquoi le Québec participe aux discussions et contribue aux efforts mondiaux pour préserver le Nord et favoriser l'adaptation aux changements déjà en cours. Grâce à notre approche innovatrice de développement durable au cœur du plan Nord et grâce à son implication continuelle depuis le tout début de l'organisation, le gouvernement du Québec a développé des liens privilégiés avec l'Arctic Circle, le plus grand rassemblement international sur l'Arctique. La coopération internationale est un autre domaine où le Québec s'implique activement, notamment en faveur des pays francophones, les plus vulnérables et les plus exposés aux impacts de changements climatiques. Cette implication s'illustre, entre autres, par le transfert de technologies et le financement. En ce sens, notre premier ministre Philippe Couillard, qui, dois-je le rappeler, est un scientifique qui comprend les impacts des changements climatiques sur la santé des populations, a lancé des mesures de coopération climatique internationale lors de la COP à Paris en 2015, avec une enveloppe qui totalise 25,5 millions de dollars. J'ai le privilège dans ce domaine de mener le programme de coopération climatique internationale. Soulignons d'ailleurs qu'à l'issue du premier appel à projet lancé par le premier ministre en novembre 2016 à Marrakech, près de 10 millions de dollars ont été accordés à 14 organisations et entreprises québécoises agissant de concert. C'est très important. Ceux qui étaient avec moi à Bonn, là, l'ont bien entendu. On n'est pas là pour aller montrer aux gens
des régions du Sud. Comment faire et que faire pour eux? On arrive avec notre savoir-faire et on travaille avec eux. C'est une grande différence que bien d'autres programmes qui avaient vu le jour auparavant. Et on le sent, là, j'ai parlé avec des gens du Sénégal qui nous disaient, voilà, c'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle pensée. Vous n'arrivez pas chez nous en conquérant. Vous venez travailler avec nous. Bref, vous nous apprenez à pêcher. C'est un peu ce qu'ils nous disaient. Ces projets ont été retenus pour leur capacité à améliorer la résilience des pays partenaires, pour leur fort potentiel de réduction d'émissions de GES et pour la qualité des partenariats instaurés. Des exemples? Econolaire, une entreprise de Québec, a obtenu un financement pour un projet permettant d'accélérer le développement d'un marché de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel en Afrique de l'Ouest. Ce faisant, ce projet participe également à la croissance de l'entreprise. Ouranos, notre consortium québécois d'experts scientifiques en adaptation au changement climatique, va pour sa part épauler la mise en place d'un organisme comparable au Maroc. Concernant Ouranos, cette société dont je viens de parler, permettez-moi de vous faire part de ma fierté de voir ces scientifiques québécois rayonner partout dans le monde. Le deuxième appel à projet du programme de coopération climatique internationale que j'ai eu le privilège donc d'annoncer à Bonn en novembre dernier vient de se terminer. Je crois tellement en ce programme que j'ai demandé à mes équipes donc d'évaluer la possibilité de le renouveler, car il s'agit véritablement d'un programme gagnant-gagnant qui améliore la qualité de vie des populations qui subissent de façon exacerbée les impacts des changements climatiques, tout en mettant en lumière l'expertise québécoise. Le Québec possède en effet une expertise reconnue dans le domaine des technologies propres, de l'efficacité énergétique, de l'énergie renouvelable, de la recherche climatique et de l'adaptation aux impacts des changements climatiques. Cette expertise doit pouvoir contribuer au développement économique durable et sobre en carbone des pays francophones les plus vulnérables et les plus exposés aux impacts des changements climatiques. En matière de coopération climatique, le Québec a aussi versé 6 millions de dollars au Fonds pour les pays les moins avancés, qui est géré par le Fonds pour l'environnement mondial. En plus d'avoir lancé une initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques, dans laquelle il investit 1 million de dollars. Et je me rappelle avoir entendu le premier ministre sur votre scène parler de ces programmes importants et dont il est très, très fier. Je vous le disais d'entrée de jeu, les relations internationales du Québec sont importantes en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Québec a développé des liens bilatéraux privilégiés avec d'autres gouvernements nationaux intéressés par ces initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques. Pensons au Mexique, à la Chine ou encore à la France. J'ai eu le privilège en novembre dernier de présider la délégation québécoise à la COP 23 à Bonn. Cette mission a été l'occasion de faire valoir les actions et les progrès du Québec en matière de marché du carbone, d'électrification des transports, de transition vers une économie faible en carbone et de coopération climatique. J'ai été solidement appuyée par l'émissaire au changement climatique dont je parlais tout à l'heure, Jean Lemire. Malheureusement, Jean est actuellement avec ma collègue Christine Saint-Pierre en Inde, donc il vous salue. Et j'ai été aussi appuyée par Sonia de Recycle Québec et par Joanne de Tech, de transition donc énergétique. Et pour moi, c'était important d'être appuyée en ce sens parce que tout notre savoir-faire, ça ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. Lorsqu'on parle d'environnement, lorsqu'on parle de changement climatique, c'est pas vrai que c'est que la ministre nouvellement arrivée qui peut gérer tout ça. Et je vous le redis, je me sens vraiment plus épaulée aujourd'hui à voir vos visages ici avec moi et c'est ensemble qu'on va pouvoir changer les choses. Mais j'ai été aussi accompagnée de nombreuses entreprises québécoises
dont certains sont ici aujourd'hui. Donc, Jean Lacroix, bien sûr, de Réseau Environnement, Guy Drouin, président et chef de la direction de Biothermica, Léopold Beaulieu, bien sûr, PDG de Fonds d'Action, et Denis Leclerc d'Ecotech. Je peux vous assurer que notre marché du carbone suscite énormément d'intérêt à l'international et j'ai pu en discuter avec, entre autres, le représentant spécial de la Chine sur les changements climatiques et vice-ministre d'État à la CNDR, Xi Zhenhua, avec le commissaire aussi à l'énergie et au climat de l'Union européenne, Miguel Arias Canete, avec la vice-présidente au développement durable de la Banque mondiale, Laura Tok, ainsi qu'avec l'infatigable Jerry Brown, qui est un partenaire de première heure pour le marché du carbone et qui est gouverneur de la Californie. La gouverneure de l'Oregon, Mme Kate Brown, s'est montrée, elle aussi, extrêmement intéressée par notre modèle. Je le répète, nous sommes des leaders sur la scène internationale en matière de lutte contre les changements climatiques et nous continuerons d'être des précurseurs. Les premiers ministres québécois et français tiennent des rencontres alternées où des orientations et des priorités au regard de la relation franco-québécoise sont fixées. La prochaine aura lieu dans quelques semaines, dans 3 semaines pour être exact, et j'y participerai avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme. Ces rencontres donnent lieu à des signatures d'ententes bilatérales ou à des déclarations communes fixant les orientations partagées par les 2 gouvernements. Je suis heureuse de me trouver au sein de cette mouvance internationale de lutte contre les changements climatiques parce que je crois fermement à la force des efforts collectifs pour venir à bout des problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est le message que je veux vous livrer aujourd'hui. C'est ensemble que nous réussirons à réduire nos émissions de GES de 20 %. C'est ensemble que nous arriverons à réaliser notre transition vers une économie plus verte, plus sobre en carbone. C'est ensemble que nous devons pratiquer le développement durable, protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques pour un nouveau Québec plus prospère, plus égalitaire et plus vert. Les changements climatiques sont bien présents sur toute la planète. Le monde se mobilise devant cet enjeu à la fois urgent et complexe qui touche des zones sensibles comme la politique, l'économie, les infrastructures et la santé. Et c'est sans parler de toutes ces personnalités publiques, d'ici et d'ailleurs, qui ont choisi de s'engager à nous sensibiliser aux graves conséquences de ce phénomène. Nous devons nous réjouir de cette mobilisation à tous les niveaux. Dans cet esprit d'urgence et de coopération internationale qui guide les actions climatiques partout à travers le monde, le Québec, en tant qu'État fédéré, a sa place et joue un rôle très important. Avec toute l'expérience acquise, nous savons qu'il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le Québec ouvre la voie à cette nouvelle économie, où les occasions d'affaires sont à la fois nombreuses et en harmonie avec les principes du développement durable. Au Québec, nous avons prouvé que le développement économique est tout à fait compatible avec le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. De plus en plus, d'ailleurs, l'industrie québécoise et le monde de la recherche profitent des possibilités qui s'offrent à eux ailleurs dans le monde. Pensons seulement aux annonces faites la semaine dernière en Chine, il y a 2 semaines, je dirais, en Chine avec le premier ministre Enerkem, dont on parlait tout à l'heure, qui fera co-entreprise avec la chinoise Sino BioWay Group afin de créer une centaine d'usines de biocarburants en Chine d'ici 2035. Les industries Orcan de Saint-Hubert qui fabriqueront et installeront des purificateurs d'air centraux pour améliorer la qualité de l'air en Chine. Parlons de la Chine. Petite parenthèse. Permettez-moi d'aborder le passage de la question de la fermeture du marché récent chinois, donc pour les matières récupérées, les impacts plus locaux de cette décision. Dans ce domaine, nous savons que la solution réside dans la qualité de la matière.
J'ai d'ailleurs annoncé il y a quelques semaines une aide de 3 millions de dollars pour la modernisation des centres de tri du Québec, avec comme objectif d'accroître la qualité de leurs produits. J'ai également annoncé il y a quelques jours, dans le cadre du 21e congrès du regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec, 2,75 millions de dollars pour soutenir cette industrie dans la récupération et le recyclage des matériaux. J'aimerais aussi, bien sûr, mentionner le plan vers l'innovation d'Éco-entreprise Québec, un projet pilote entièrement financé par l'entreprise privée, à la hauteur de 6,7 millions de dollars, qui fait la preuve que nous pouvons grandement améliorer notre bilan en matière de recyclage du verre. Nous annoncerons prochainement un plan d'action global pour aider les centres de tri à fournir une matière de meilleure qualité. Je sais que c'est possible. C'est à nous de traduire donc cette fermeture de marché et d'en faire quoi? D'en faire quelque chose d'encore plus grand. Quand on veut parler d'économie circulaire, bien, on peut le faire. C'est certain, le marché s'est fermé. Il y a des centres de tri qui ont trouvé ça difficile. C'était nous. Puis nous, les Québécois, on est très résilients. Hein? On peut se remonter les manches. On va faire notre travail. On va améliorer la qualité des matériaux. Et vous savez quoi? On va recycler ici. On va être en mesure de revaloriser ici. On va créer des emplois ici. Puis en plus de ça, ben, on va aider l'environnement. Alors, bâtir une économie verte et durable, c'est notamment miser sur cette économie circulaire. Et pour moi, c'est l'occasion d'augmenter notre niveau de performance. J'ai confiance en nos industries, j'ai confiance en nos entreprises et surtout à leur capacité innovante. En conclusion, vous pouvez compter sur ma détermination, sur mon énergie, sur mon enthousiasme et celle du Premier ministre pour porter les ambitieux, très ambitieux même, objectifs que sous-tendent le développement durable, la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Le Québec assume son leadership sur la scène internationale et j'ai la ferme intention de le maintenir. Être en avant de la parade, Jean, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En matière d'environnement, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour nos travailleurs, c'est bon pour nos entreprises, puis en plus, c'est bon pour notre planète. Un nouveau Québec fort d'une économie verte, plus sobre en carbone, plus durable. Un nouveau Québec en santé, positionné comme chef de file dans la lutte contre les changements climatiques. Voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je propose à ce qu'on lègue ensemble à nos enfants, à vos enfants et à tous les enfants du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci de l'invitation.